Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une courbe, comment on peut les utiliser dans nos illustrations. De manière générale, ce que je vous explique ici s'applique à tous les logiciels où vous trouverez des courbes. Donc ici, nous sommes sur Photoshop CC. Sur Procreate, c'est exactement la même chose. Vous allez ouvrir votre illustration, vous allez trouver un calque de réglage. Donc dans Photoshop, ça se trouve ici. On peut d'ailleurs créer un calque de réglage courbe par-dessus. Donc vous n'êtes pas obligé d'appliquer la courbe à votre image. C'est possible dans Photoshop de l'appliquer, mais vous n'êtes pas obligé. D'ailleurs, pour l'appliquer juste à l'image que vous avez sans créer un autre calque, ça se passe ici. Vous allez trouver courbe dans Images, Réglages et courbe. Raccourci, commande M sur Mac, CTRL M sur PC. Donc j'ai créé à partir de là ma courbe et je vais maintenant jouer avec. Je double-clique dessus dans Photoshop. Encore une fois, sur vos autres logiciels, ça fonctionnera un petit peu différemment, mais les principes restent les mêmes et c'est ce que je veux que vous compreniez à la fin de cette vidéo. Donc, suivez-moi bien parce que c'est pas forcément facile à comprendre au départ, mais si vous avez compris les principes, après, vous allez pouvoir les appliquer sur vos images. Donc là, vous comprenez que c'est une image finie, une illustration finie, avec plein de couleurs. Si vous avez regardé la formation Théorie des couleurs avec moi, vous avez probablement vu que cette image est plutôt bien proportionnée en termes de valeur. Donc vous trouverez par contre plus de valeurs sombres. Comment je le sais? Eh bien, quand vous créez sur Photoshop votre outil courbe, votre réglage courbe, vous voyez qu'il y a un histogramme ici. Là, ça montre que entre 0 et 25% de luminosité, il y a le plus gros pic de pixels. Donc la plus grosse quantité de pixels, le plus gros volume de pixels si vous voulez. Donc qu'est-ce que c'est que ce point ici? En fait, ce point ici, c'est la valeur noire. Et ce point en haut à droite ici, c'est la valeur blanche. Comment je le sais? Je vois ici qu'il y a un dégradé du noir vers le blanc sur les abscisses, donc de gauche à droite, horizontalement, et sur les ordonnées, verticalement, de bas en haut, on a une valeur noire vers les valeurs de gris jusqu'aux valeurs claires. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que tout ce qui est en bas à droite, si je commence à bouger ce point-là, je vais éclaircir. Et si je prends ce point-là, et si je l'amène par ici, en bas, je vais assombrir. Concernant les valeurs moyennes, c'est ce qu'il y a ici. Là. Ça, c'est les valeurs moyennes. Je vois la quantité sur l'histogramme, ça remplit à peu près le quart de ma barre ici. Donc qu'est-ce que ça veut dire que les valeurs moyennes ne bougent pas plus haut que ce carré là? Ça veut dire qu'il y a tout simplement un volume relativement faible, à peu près au quart des valeurs moyennes. Donc ce qui est bien avec l'histogramme, c'est qu'à tout moment, on peut voir quelle est la quantité de pixels sombres surtout, ça nous donne une indication sur le pourcentage exact. Par exemple, ici, sur ce carreau-là, ça veut dire que c'est entre 0 et 25% de luminosité. Entre ces deux carreaux-là, eh bien, c'est 25 à 50%, 50% étant nos valeurs moyennes, 50 à 75% de luminosité et 75 à 100%. Quand utiliser une courbe, la courbe s'utilise la plupart du temps quand on veut rajouter un effet de contraste, régler quelques couleurs qui sont déjà existantes, et j'insiste sur le fait qu'elles soient déjà existantes, parce que la courbe ne va pas vous sauver à créer des couleurs comme une intelligence artificielle le ferait. Non, en fait, la courbe réagit sur tous les pixels qui sont déjà existants, que ce soit les valeurs, les teintes, les couleurs et les saturations. Une courbe qui est très utilisée en photographie et en illustration, à la fin d'une illustration, par exemple quand je veux qu'une illustration pop un petit peu plus, le réflexe de la plupart des gens, c'est de faire une courbe en S. Alors à quoi ça ressemble? Eh bien, je crée un premier point au milieu ici, pour pas que ça bouge. Je prends ce point-là, je l'amène en bas. Donc le 25% de luminosité, je l'amène en bas. Et ce point-là, 75% de luminosité, je l'amène en haut. Et après, c'est juste une histoire de réglage, c'est juste une histoire de dosage. Et là, vous avez vu, j'ai juste fait popper un petit peu plus le contraste. Et si les noirs sont trop noirs, je ne bouge pas ce point-là. Si les blancs sont pas assez clairs, enfin si les valeurs claires ne sont pas assez claires, je vais juste monter le point. Monter et descendre. Pas vers la gauche, hein. Monter et descendre. Je vous expliquerai un petit peu plus ce que ça fait quand on va vers la gauche et vers la droite. Donc, la plupart du temps, nous, ce qu'on veut, c'est monter ou descendre un point pour régler finement une illustration. Vous remarquerez que je suis sur le channel RVB, rouge, vert, bleu, et que à tout moment, je peux passer en mode couleur. Le channel RVB, c'est un mix de toutes les couches, donc je vais régler à la fois le contraste et à la fois les couleurs. Donc, ça va s'équilibrer normalement. Mais parfois, ce n'est pas très équilibré, parce que selon la courbe que je vais faire, si elle est extrême, ça va changer radicalement les couleurs. Enfin, radicalement, en tout cas, ça va vraiment transformer les couleurs et avoir une dominante selon la forme de la courbe.
Ce qui est pratique dans Photoshop, c'est que plutôt que de créer des points aléatoirement pour vous dire, voilà, je ne sais pas trop sur quelle valeur je travaille, en fait, on peut savoir sur exactement quelle valeur on peut travailler. Par exemple, on voit ici la kick light, enfin la backlight, qui est juste ici. Imaginons que je veuille contraster le Terminator, cette backlight et ce côté-là. J'aimerais bien contraster ces trois. Comment je fais? Comment je peux savoir qui est quoi sur cette courbe? Où est-ce que ça se situe? Parce qu'à l'œil nu, ça va être difficile. Je pourrais faire une approximation, mais ça va être difficile. Sur Photoshop, ce qui est bien, c'est qu'on peut cliquer sur ce petit icône-là, et à tout moment, on peut glisser, alors sans appuyer, on peut glisser sur notre illustration, et on peut voir à quoi correspondent les valeurs. Donc là, vous voyez un petit point qui glisse là, de ce côté-là, à chaque fois que je passe sur une valeur. Donc ça, c'est super pratique, parce qu'à chaque fois que vous allez cliquer, vous allez donc créer un nouveau point. Donc là, sur le Terminator, je vais créer un deuxième point. Et sur les valeurs claires, je vais créer un troisième point. Maintenant, je peux déplacer de haut en bas, par exemple pour cette valeur-là, qui était finalement ma valeur de kick light, derrière celle-ci, je peux déplacer vers le bas si je veux qu'elle soit plus sombre, et je peux déplacer vers le haut si je veux qu'elle soit plus claire. Le truc, c'est que dans Photoshop, quand on est en mode courbe, ça va faire une courbe. C'est-à-dire que ça va essayer d'anticiper les mouvements pour que ce soit plus fluide dans l'image. Parce que si je devais faire ça à la main ici et faire un truc un peu dégueulasse, si vous pouvez me permettre le terme, mais c'est le cas, hein, si je fais un peu n'importe quoi ici avec mon crayon, là vous voyez que c'est complètement rasterized, c'est pixelisé, c'est pas beau. Donc je reste en mode courbe ici, et vous voyez qu'en mode courbe, les transitions se font mieux. Donc même pour quelque chose qui est un peu bizarre, au niveau de la trajectoire, on a quand même quelque chose qui ressemble à une vraie courbe qui vient travailler sur certains contrastes. Donc je sors les points ici pour les supprimer, et je vais recommencer. Donc je reprends mon exemple de tout à l'heure, je vais prendre cette backlight ici, donc il y a un point qui s'est créé, je prends un point sur mon Terminator, et je prends un point sur la partie éclairée, on va prendre celle la plus proche, comme ça on pourra voir ce qu'on fait exactement. Elle est peut-être un petit peu trop proche d'ailleurs, donc je fais CTRL Z et je prends quelque chose un petit peu plus loin là, voilà. Donc je veux éclaircir cette zone là, déjà très claire. Donc j'ai le contrôle sur ma zone, j'ai juste à monter un petit peu le tout. Je veux pas que ça s'aplatisse trop, parce que si je vais trop loin, vous avez vu, ça aplatit complètement la partie éclairée, donc je veux pas aller trop loin. Ça c'est notre Terminator, donc je vais baisser un petit peu l'intensité, et là vous avez vu que ça assombrit le fond, mais c'est normal parce que je travaille sur toute l'illustration. Comprenez bien que ce calque de réglage-là, vous pouvez le brancher à tout moment sur votre calque personnage, si vous avez gardé les calques, ce que je vous conseille de faire quand même. Vous pouvez faire ça sur tous les calques. Donc là, je fais ça sur l'illustration globale, c'est parce que je n'ai pas ouvert le PSD avec tous les calques d'origine. Mais encore une fois, comprenez les principes. Parce qu'après, sky is the limit. Donc là, j'assombris un peu le Terminator. Et là, je vais voir, au niveau de la backlight derrière, celle-ci, je vais voir ce que je peux faire pour que ça claque un petit peu plus au niveau du contraste. Et donc, je regarde mon illustration de loin, et vous avez dû remarquer que oui, c'est plus contrasté. Effectivement, ça met peut-être un petit peu plus en valeur certaines parties de l'image, mais vous avez vu que ce n'est pas génial non plus, dans le sens où ça aplatit certaines parties de l'image, comme les hautes lumières ici, et on a perdu un petit peu de détail. Donc comprenez bien que si vous travaillez sur une image avec un fort taux de pixels, une image finalement avec une résolution très forte, 300 dpi, 10 000 par 10 000 pixels à 300 dpi par exemple, vous aurez beaucoup moins de pertes, spécialement d'ailleurs si vous avez travaillé en 16 bits plutôt qu'en 8 bits, et parfois même en 32 bits, c'est encore mieux, mais en 32 bits, moi je ne travaille pas là-dessus pour le moment, je reste en 16 bits en général. Donc là vous voyez le nombre de bits dans le mode ici, vous voyez que là je suis en 8 bits par couche parce que c'est le JPEG que j'ai utilisé pour internet, parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Mais si vous créez votre PSD ou si vous créez votre propre fichier, c'est mieux de rester à 16 bits autant que possible. À 32 bits, vous aurez normalement moins de possibilités d'outils, donc je sais pas trop, ça fait longtemps que j'ai pas travaillé à 32 bits, mais en général je travaille, mon fichier original est en 16 bits par couche. Donc plus on a de pixels et plus c'est facile de changer et plus c'est propre. Parce que si vous changez la courbe sur quelque chose de très pixelisé, et ben ça va être très sale. Voilà. Donc gardez ça en tête, il faut quand même beaucoup de pixels pour que ça fasse un bon travail. Donc je reviens à ma courbe, je vais supprimer les points en les glissant à l'extérieur ici. Et je vais donc vous montrer
point par point, comment on peut faire pour, selon ce que vous avez besoin de faire sur votre image, comment on peut faire pour s'en sortir avec les courbes. Déjà, la première chose, j'ai dit tout à l'heure que vous avez plusieurs channels. Vous avez rouge, vert, bleu. Si je vais sur le rouge, vous allez comprendre que là, si je commence à faire exactement la même courbe que tout à l'heure, eh bien en fait, ça ne va pas vraiment changer beaucoup le contraste. Par contre, vous allez remarquer que dans les ombres, les valeurs les plus sombres, c'est un petit peu plus dans les cyans, et dans les valeurs plus claires, c'est un petit peu plus dans les rouges. Donc là, j'ai par exemple réchauffé les valeurs plus claires. Et j'ai, on va dire, refroidi un petit peu, là même pas mal, les valeurs plus sombres. Mais ça n'a pas affecté le contraste de la même façon que si j'avais choisi RVB. Donc ça, c'est une chose à comprendre, c'est que là, on va plutôt changer les teintes et moins les contrastes. Donc imaginons que je veuille que cette illustration soit plus chaude de manière générale, eh bien je prends le point du milieu, les valeurs moyennes, et je pousse le tout vers le haut. Voilà, ça réchauffe un peu, ça va aller vers des teintes plus rouge-orangé. Donc, je peux faire ça exactement de la même façon pour les valeurs claires. Donc les valeurs claires, elles sont par ici. Par exemple, je prends un point au hasard ici, et je viens pousser les valeurs claires vers le haut. Vous allez voir que la courbe va faire un peu la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure avec les valeurs moyennes. Ça va ressembler un petit peu. Parce que, encore une fois, Photoshop, on va dire, va lisser votre trajectoire pour faire quelque chose de raisonnablement pas trop pixelisé, quoi. Et pareil pour les valeurs sombres, je peux très bien amener les valeurs sombres plus vers le rouge. Alors ici, ça, c'est pas génial, mais ça pourrait être une scène d'enfer, par exemple, et avec toutes les ombres rouges, par exemple. J'en sais rien, mais voilà. Donc, si je descends, par contre, maintenant, je vais vers plutôt les cyans. Okay, donc ça, c'est une chose. Je peux faire pareil avec les verts. Quand je vais en haut, ce sera les verts. Quand je vais en bas, ce sera la couleur complémentaire qui est ici, le magenta. Et si je fais donc le bleu, si je monte, eh bien, ce sera plus bleu. Et si je descends, ce sera plus jaune. Une chose que vous avez dû remarquer aussi, c'est que quand je suis sur la couche RVB et que je change la courbe, une courbe classique en S par exemple, pour améliorer le contraste, voilà, comme ça par exemple, avant, après, imaginons que je regarde objectivement la couleur. Vous voyez que la couleur n'a pas vraiment changé, enfin les teintes en tout cas n'ont pas vraiment changé, mais il y a du contraste, mais il y a quand même quelque chose qui a changé dans cette image. Les couleurs ont changé, d'accord? Forcément, parce que je travaille sur toutes les couches à la fois, et la perception des teintes que nous avons selon les contrastes va changer. C'est-à-dire que si vous changez le contraste dans votre image, vous allez changer la compression, l'histogramme, c'est-à-dire le volume, la répartition du volume des pixels de couleur, et donc la teinte va changer. Donc ça ne va pas totalement changer, mais ça va changer quand même. Si vous n'avez pas envie que ça change, vous pouvez passer à tout moment, là dans Photoshop en tout cas, votre calque en mode luminosité, le mode de fusion luminosité. Et vous allez voir que vous allez garder les mêmes couleurs. Moi personnellement, ici, quand je regarde ces couleurs, je les trouve un peu ternes dans les couleurs claires. D'accord? Donc ça va dépendre vraiment de l'image, mais là, on n'a pas touché à la teinte. Donc le mode normal, pour moi, c'est le mieux quand on joue avec les courbes. Mais comprenez bien que des fois, il va y avoir des moments où vous allez vous dire « Ouais, mais là, c'est un peu trop intense ». Quand vous changez les courbes en mode RVB, vous allez vous dire « les contrastes sont bien, mais les couleurs sont bizarres. Les couleurs sont trop saturées ou il y a quelque chose qui se passe ». Donc là, le mieux, c'est de venir retoucher par-dessus avec un calque de réglage teinte saturation. Par exemple, si, imaginons que mes bleus soient trop saturés, eh bien je viens les désaturer. Imaginons que, je sais pas, mes jaunes soient trop saturés, eh bien je viens les désaturer. Donc là, ça c'est une solution secondaire quand vous voyez que, si vous voyez un vert qui est trop pétant, un vert printemps qui vient de vous éclater aux yeux, ou un bleu qui est trop profond et qui a aucun rapport avec l'image, eh bien vous pouvez revenir, retoucher avec un autre calque de réglage. C'est important de comprendre qu'on peut les empiler les uns sur les autres, mais c'est important de comprendre aussi que, encore une fois, votre image doit avoir beaucoup de pixels, parce que sinon le résultat va être absolument affreux. Quand je zoome sur mon image ici, c'est un JPEG, vous voyez beaucoup de compression, parce que c'est pas mon image originale, et encore, là je trouve que ça réagit plutôt pas trop mal. L'image est quand même petite ici. Encore une fois, c'est une image web que j'ai utilisée pour mon site internet. Je vais maintenant vous montrer d'autres choses qu'on peut faire avec les courbes. Parce que finalement, les courbes, c'est le meilleur moyen de changer les contrastes, de changer, en tout cas de dériver un petit peu des couleurs initiales,
et de créer des ambiances qu'on n'aurait pas pu faire avec un autre outil, aussi instinctivement. Si vous avez compris ce que j'ai raconté jusqu'à présent, vous avez compris que dans les valeurs sombres, on va jouer sur cette partie-là de la courbe. Pour les valeurs moyennement sombres, on va jouer dans cette partie-là de la courbe. Dans les valeurs un peu plus claires que les valeurs moyennes, on va jouer là. Et dans les valeurs de 75 à 100%, c'est-à-dire les valeurs claires, voire jusqu'au blanc, on va jouer là-dessus. Vous allez me dire, qu'est-ce qui arrive quand je pousse ce point-là vers la droite jusqu'à la fin? Eh bien, ça rend l'image toute noire. Pourquoi? Parce que finalement, la courbe que je suis en train de créer ici, c'est une courbe verticale. C'est une courbe à 1, 2 ou 3 valeurs maximum. Vous voyez qu'il y a quand même un petit débattement ici. Il y a 3 valeurs maximum sur cette image maintenant. Donc, je peux faire exactement la même chose de ce côté-là. Toutes les valeurs claires, je vais les mettre de l'autre côté. En fait, il va y avoir que des valeurs claires. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas que des valeurs sombres qui vont apparaître, c'est des valeurs claires. Par contre, si je prends ce point-là, les valeurs sombres, et que je l'amène tout en haut, ça va créer des valeurs claires. Idem, si je prends ce point-là et que je l'amène tout en bas, ça va créer que des valeurs sombres. Et quand je fais ça, par contre, vous allez voir que, oh là, ça aplatit toutes les valeurs noires de l'image, ça les noircit en fait. Et ça vient se propager sur toutes les valeurs claires, au fur et à mesure. Et quand je fais ça, de droite à gauche, ça vient prendre les valeurs claires, ça vient surexposer, vous avez vu? Il y a un effet de surexposition, donc là, vous savez déjà comment faire un effet de surexposition avec ça, ou en tout cas, grossièrement. Et plus je viens là, et plus ça vient, en fait, intensifier les valeurs claires. D'accord? Jusqu'au point où les valeurs sombres sont... Là, on voit les occlusions, d'ailleurs. Jusqu'au point où les valeurs sombres sont complètement étouffées. Et on voit quand même encore certaines valeurs sombres. Donc là, vous pouvez déjà chercher les valeurs sombres, les plus sombres de votre image, juste en faisant ça. Prenez ce point-là, vous l'amenez là, vous voyez les valeurs les plus sombres. Et pareil pour ça, là, vous voyez les valeurs les plus claires. Quand j'arrive ici, vous avez vu, l'œil et le sol, c'est les valeurs les plus claires. Donc ça, c'est déjà une espèce de repérage que vous pouvez faire avec les courbes. Alors ça ne sert pas forcément pour ça, mais en tout cas, vous pouvez faire ça. Donc maintenant, vous avez compris ça. Comment, si je vous demande par exemple de créer cette illustration, mais en 2 valeurs, comment faire ça? En 2 ou en 3 valeurs? Comment faire ça? Par exemple, si je veux un effet un peu BD, un peu vectorisé en 2 valeurs, que je veux imprimer mon dessin en... j'ai juste du noir et du blanc et je ne veux pas faire ça en niveau de gris, je veux faire ça en noir et en blanc. Comment je fais avec la courbe? Eh bien en fait, si vous avez compris ce que j'ai dit, en faisant ça, vous avez vu qu'on peut propager les noirs jusqu'à étouffer les blancs. Et là, on peut propager les blancs jusqu'à étouffer les noirs. D'accord? Ce que je peux faire, c'est trouver un terrain d'entente entre ça et amener l'illustration à avoir le moins de détails possible. Donc en fait, ici, je vais garder cette quantité d'ombre, et là, je vais amener toutes les valeurs claires juste au-dessus, ici. Et vous voyez, là, j'ai créé un espèce de symbole de cette illustration-là. Alors évidemment, les couleurs sont pas géniales, mais ce que je peux faire, c'est venir avec une teinte de saturation ici, juste pour enlever les couleurs, et pour voir mon illustration en 3 valeurs, parce que là, il n'y a que 3 valeurs. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'est pas possible de faire 2 valeurs avec les courbes, vous n'avez que 3 valeurs à la fin. Pourquoi? Parce que vous avez la courbe en elle-même, qui est une ligne droite, là dans ce cas-là, hein, dans notre cas à nous. Donc si je vous remonte la courbe, on a une ligne droite, donc ça compte comme pour un point. Là, on a un point dans les valeurs claires, et là, on a un point dans les valeurs sombres. Donc vous avez vu la puissance de l'outil ici. Ça, maintenant, je peux l'imprimer et le montrer à quelqu'un, et il va se dire, tiens, ouais, je reconnais l'hippopotame. Pourtant, il n'y a que 3 valeurs dans l'image. Et on reconnaît bien le fond, on reconnaît bien l'hippopotame, qui a vraiment une silhouette particulière. Et d'ailleurs, pour information, quand j'ai créé cette illustration-là, et quand je l'ai enseignée à mes élèves, j'ai fait exactement ça, mais à l'inverse. C'est-à-dire que je suis parti d'une image en niveau de gris à 3 valeurs, ou 2 valeurs même, et j'ai créé cette illustration-là en partant de ça. Et vous avez vu comme c'est net, vous avez vu comme la composition est facile. C'est une composition très simple hein, quand vous regardez. Mais le fait est que dans mon processus de création, j'ai créé exactement ça à l'origine. J'ai fait exactement l'inverse de ce que je vous montre là. Donc je suis parti de ça pour arriver à cette illustration-là, pour que l'illustration se lise super bien. Et la lumière, je voulais qu'elle soit sur mon personnage principal, et je voulais qu'on comprenne ce qu'il y avait autour. Derrière, le décor n'est pas très éclairé, donc c'est une super manière de faire. Commencer à travailler une vignette en noir et blanc à 2 ou 3 valeurs pour pouvoir dégager l'essence de votre illustration dans la lumière. Et le reste, les couleurs, ça suit en fait. Hein. Les teintes
Ce n'est qu'une expression finalisée de votre illustration. Le plus important est dans les valeurs. Je le répète encore et toujours, ça fait 10 ans que je le répète à mes élèves, mais je pense que au bout d'un moment, ça va rentrer. Donc on revient à notre calque, ici je reviens au départ, et je vais maintenant me dire, bon, si je peux faire ça déjà, c'est cool, ça veut dire que je peux aplatir les valeurs de noir par exemple. Si j'ai envie d'avoir moins de détails dans les valeurs claires, bah, typiquement la surexposition que je vous ai montré tout à l'heure, je peux. Je peux régler finement les valeurs moyennes, mais si je veux créer un effet de surexposition, eh bien j'ai juste à bien régler ça, de sorte à ce que mes valeurs claires soient compressées et finalement ne montrent pas trop de détails. Et ça veut dire aussi que après, le fait de faire ça, ça veut dire que si vous comprenez ce que c'est que l'exposition en photographie, s'il n'y a pas de détails dans les lumières, ça veut dire qu'il y aura des détails dans les ombres. Ça veut dire que les ombres seront plus claires. Donc je peux très bien venir éclaircir mes ombres dans ce cas-là, dans ce cas de figure-là. Donc là, à l'extrême, ça donnera quelque chose comme ça, quoi. Voilà, là j'ai changé l'exposition de ma scène, vous avez vu? Là, ma scène est plus éclatante, c'est comme si il y avait plus de lumière qui arrivait dans la scène. Et j'ai rien changé, j'ai juste touché une courbe. D'accord? Donc, je peux faire exactement pareil pour les ombres, je peux faire un effet de sous-exposition. Donc sous-exposition, ça va ressembler à ça, il va y avoir des détails dans la lumière. Donc je garde les détails dans la lumière, je crée des points pour pas que ça influe trop sur mes valeurs claires. Et dans les ombres sont vraiment plus sombres. Là, on a un effet de sous-exposition. C'est exactement la courbe inverse de ce que je vous ai montré. Et assurez-vous que vous avez bien compris en faisant ça sur une image finalisée d'un de vos artistes préférés. Comme ça, d'entrée de jeu, vous allez comprendre ce que c'est que l'histogramme. Vous allez comprendre quel point, dans votre logiciel en tout cas, quel point correspond à quoi. Hein. Vous allez trouver le même point ici que dans Photoshop. Vous allez trouver le point extrême clair dans votre logiciel aussi. C'est la même chose. Donc si vous n'avez pas la possibilité de faire un calque de réglage qui s'ajoute par-dessus, considérez juste, pour vos tests, venir dupliquer votre image. Comme ça, vous pourrez jouer avec les courbes sur une image que vous aurez dupliquée. Ce sera du non destructif. Donc on va encore jouer avec ces courbes. On va se donner un objectif. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, là, je trouve que cette image, elle manque un peu de contraste, globalement. Elle manque de rouge, de orange, on va dire, dans les hautes lumières. Elle manque de couleurs plus froides dans les ombres. Et globalement aussi, je voudrais aplatir les contrastes qu'il y a dans les valeurs sombres. Donc je répète, si vous voulez vous essayer, et que si vous avez compris ce que je vous ai dit jusqu'à présent, l'exercice que je vous demande ici, c'est de venir rendre les valeurs claires plus, on va dire, allez, jaune-orangé, voire un peu plus même rouge, enfin, plus orangé, on va dire. Je veux que, globalement, le contraste soit plus fort, le contraste de l'image. Donc je veux que ça pète un petit peu plus, quoi. Pas trop, mais un petit peu. Il faut que ce soit quand même assez lisible. Et je veux refroidir les ombres, ainsi que aplatir les détails qu'il y a dans les ombres. Moi, j'adore ce côté peu de détails dans les ombres et beaucoup de détails dans la lumière, personnellement. Ici, il y a quand même pas mal de détails dans la lumière. Si on zoome un petit peu, on va se rendre compte qu'il y a pas mal de détails dans la lumière. Réfléchissez-y pendant un petit quart d'heure, faites une pause sur cette vidéo et revenez ensuite et on va comparer avec ce que je vous ai montré là. Bon, moi je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, une chose à la fois. On a dit, je veux que les valeurs claires soient un peu plus rouge, orangé, voilà. Donc, je vais dans mon channel rouge. Mes valeurs claires, elles sont ici. Si je prends ce point-là, par exemple, et que je le monte, eh bien, en fait, automatiquement, on va avoir une courbe, d'ailleurs, et on va avoir toutes les valeurs claires qui sont plus, déjà, rouges. Ok ? Donc, ça rend le tout un petit peu plus rouge-orangé, quoi. Et je peux faire la même chose ici. Si je veux ajouter un petit peu plus de jaune, je peux descendre ce point-là, un tout petit peu. Mais, comme vous l'avez vu, ça crée une courbe automatiquement. Et moi, je ne veux pas forcément que ça affecte les valeurs moyennes, par exemple. Donc, je reviens ici, au départ, à ma valeur d'origine ici. Là, je suis sur la channel rouge. Et je fais pareil ici, pour la zone de 75% de luminosité, je fais pareil. Donc là, si je fais on-off sur mon calque, vous voyez que j'ai juste affecté les valeurs
claires. Donc derrière aussi, hein, on voit qu'il y a des valeurs claires derrière. Mais encore une fois, vous pouvez faire ça que sur votre personnage, si vous avez envie de faire ça que sur votre personnage. Aucun problème avec ça. Donc là, c'est peut-être un peu trop poussé. Je vais juste revenir un petit peu. Donc là, c'est que du... Voilà, je fais pareil pour le bleu ici. Je veux pas que ça affecte les valeurs moyennes. Et je vais juste régler correctement donc mes jaunes dans les valeurs claires. Donc la différence est subtile, mais voilà, c'est ce que je voulais. Maintenant, je veux... Ah oui, globalement, je veux qu'il y ait plus de contraste. Donc je vais créer une courbe, comme je vous ai montré tout à l'heure, une courbe en S. Une courbe qui soit... je veux pas faire un S complètement aléatoire, je veux quand même que mon S ressemble à quelque chose, mais je vais mettre en valeur un petit peu plus ces valeurs claires là. Pas trop fort, parce que sinon, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez faire un effet de surexposition et c'est pas ce qu'on veut. On veut quand même un bon équilibre entre les valeurs claires et les valeurs sombres dans cette image. Donc je fais on-off pour voir si ça va bien. Ah, l'illustration pop un petit peu plus là. Et maintenant, ce que je veux, c'est donc travailler sur les bleus, parce que je veux que tout ce qui soit dans les ombres soit un petit peu plus froid. Donc le froid pour moi, c'est plus en général dans les bleus, et c'est une couleur que je vois bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter, je sais que vers le haut, ça va augmenter les bleus, vers le bas, ça va augmenter les jaunes. Moi, ce que je veux, c'est augmenter les bleus dans la partie sombre de l'image, donc c'est en bas ici. Et je vais juste tout simplement venir jouer avec ce curseur là. Et vous avez vu là, j'ai rajouté une petite touche de bleu dans les valeurs sombres. Maintenant, le plus difficile que je vous ai demandé, c'est je veux enlever des détails dans la partie sombre. C'est-à-dire que je veux aplatir finalement. Et je veux pas l'aplatir trop sombre, je veux pas que ça aille vers les noirs, je veux que ça aille vers une valeur plutôt dans les 20% de lumière. Donc ce point-là ici, je veux pas le garder, je veux pas amener ce point-là ici. C'est exactement ce que je veux pas. Ce que je veux, c'est amener ce point-là plutôt à l'autre niveau ici. Quand je vais le monter, qu'est-ce qui va se passer? En fait, ça va, vous avez vu, si je zoome sur la bouche ici, vous allez voir que ça va partir, on va plus voir les détails clairs dans cette partie-là. En fait, les valeurs sombres vont prendre un peu le dessus, mais elles vont s'aplatir vers un gris sombre. Si j'avais voulu le contraire, que les sombres se propagent, comme on a vu tout à l'heure, ce sera plutôt de gauche à droite. Là, les noirs se propagent. Mais comme il y a des... Heureusement qu'il y a nos points là-haut qui contrôlent le reste, mais vous vous rappelez, quand j'ai fait ça tout à l'heure sur une courbe sans points, ça va vers une pente verticale, et c'est pas ce que je veux. Ici, je veux qu'il y ait moins de détails dans les sombres, sans que ce soit noir pour autant. Donc, j'ai juste à faire ça, ici. Je ramène ce point-là à ce niveau-là, à peu près, hein, jusqu'à que le visuel soit bien. Et ça, je peux contrôler cette partie de la courbe, parce que là, j'ai pas rajouté de points, donc je vais contrôler cette partie de la courbe pour être vraiment... Voilà, vous avez vu ici, j'ai éradiqué, en fait, toutes les valeurs vraiment trop sombres. Mais pourtant, visuellement, on a encore des valeurs sombres. Ça, c'est très important comme concept. Vous avez vu que les couleurs et les valeurs, elles se comparent toujours. C'est une comparaison, c'est une perception. Notre perception, c'est pas parce qu'on va utiliser des noirs et des blancs que notre perception va vraiment changer. En fait, justement, ça va appauvrir notre image. Quand vous utilisez du noir pur et du blanc pur, ça va vraiment, mais littéralement, je vous le dis, ça va appauvrir votre image. Ne le faites pas. Utilisez des gris, en tout cas des valeurs qui soient entre 80% et 20% de luminosité. Comme ça vous laisse une petite démarque pour pouvoir travailler vos courbes ensuite. Ça vous laisse une petite démarque pour finalement venir créer un nouveau calque ici. Si j'ai envie par exemple d'utiliser un noir pour de bon, là, j'utilise vraiment le noir. Je viens avec un pinceau, n'importe lequel, et je viens retravailler mes noirs vraiment comme je les veux dans mes occlusions par exemple. Donc là, je fais un petit essai ici. Imaginons que je rajoute un noir ici en dessous. Voilà, sous le ventre ici. Et là, je rajoute du noir de ce côté-là. Voilà. Avec l'outil Smudge, je viens dégrader. Et vous avez vu ici, ce calque-là, il vient intensifier les valeurs de... supprimer cette partie-là. Il vient intensifier les valeurs d'occlusion, par exemple. Et c'est pareil, le même concept tient pour les valeurs blanches. Vous avez vu qu'ici, les valeurs blanches, il n'y en a pas beaucoup, à part ça. Ça, c'est la seule valeur blanche, et encore, vous avez vu, c'est pas forcément très très blanc. Le blanc à côté, ça donne quelque chose comme ça.
Donc ça, c'est le blanc à côté de cette valeur-là. Et vous avez vu, c'est pas tout à fait la même valeur. Mais ce qui est bien, c'est que en n'utilisant pas le noir et le blanc, encore une fois, je peux me laisser un différentiel. C'est bien de calibrer son image avec pas trop de contraste. Parce que c'est plus facile à coloriser avec des modes de fusion. C'est plus facile à retoucher ensuite avec des courbes. Ça vous laisse plus de marge de manœuvre pour modifier votre image, modifier les contrastes, modifier l'aspect général de votre illustration digitale. Quand vous utilisez les courbes, et si vous avez bien compris les courbes, donnez-vous toujours un objectif. Qu'est-ce que je veux faire avec cette image? Ça manque de quelque chose. Et il faut que vous ayez le contrôle sur ce manque. Quand vous vous dites, bah là, par exemple, je ne sais pas, mes occlusions elles sont trop fortes, ou mes highlights sont trop forts, et vous saurez exactement quoi faire. Si mes highlights sont trop forts, il faut que je joue dans ces valeurs-là, et que je crée des points en fonction, parce que si je joue trop rapidement là-dessus, ça va jouer sur toutes les autres, forcément sur toutes les autres choses. Donc faites vraiment attention à ça. Donc par exemple, pour créer un effet de surexposition, c'est intéressant parce que tout à l'heure vous aviez vu, c'est super facile de créer la surexposition ici. Sauf que le problème, c'est que dans un effet de surexposition, souvent les edges ici de la surface blanche, enfin de la surface plus claire, vont être plus saturés. Donc ça, moi je peux jouer avec ça ici. À partir du moment où je sais ce que je fais, là, c'est pas un vrai effet de surexposition parce que dans les valeurs ici moyennes, ce serait normalement plus coloré. Et quand vous utilisez la surexposition, le mieux c'est de venir avec une courbe teinte saturation et de venir resaturer votre scène globalement. Ça, j'ai enseigné dans la formation théorie des couleurs encore, mais encore une fois, ce principe est très important. Quand vous changez les contrastes, vraiment, et l'exposition particulièrement, quand vous surexposez, il va falloir booster vos couleurs. La saturation de la couleur va changer, et ça, Photoshop ne le comprend pas parce qu'il ne perçoit pas les choses comme vous. C'est vous l'artiste, c'est vous qui changez vos couleurs du début à la fin. Donc vous l'aurez compris, les courbes, c'est le calque de réglage le plus puissant de votre logiciel. Vous pouvez utiliser ces courbes pour retoucher un dessin traditionnel. Imaginons que vous ayez une peinture faite à l'huile, vous pouvez la scanner ou la prendre en photo, et vous pouvez l'amener sur Photoshop ou un autre logiciel, comme GIMP, Krita ou autre. Et vous pouvez retoucher cette image avec un calque de réglage. Parce que ce que vous voyez dans la réalité, ça ne va pas être ce que votre scan voit dans la réalité. Donc il va falloir retoucher votre image selon ce que vous voulez voir. Ça ne veut pas dire forcément modifier votre image et la vendre sur Internet et après envoyer une peinture qui n'a rien à voir avec, mais si vous voulez la vendre par exemple. Mais ça veut dire que le scanner ne voit pas ce que vous voyez dans la réalité. Il ne voit pas la peinture aquarelle ou la peinture acrylique ou la peinture à l'huile que vous avez faite. Donc, les courbes vous permettent de vraiment contrôler tout ça. À la fois la teneur en couleur, les dominantes de couleur par rapport aux valeurs, mais aussi les contrastes par zone. Les contrastes globaux d'ailleurs, ou les contrastes par zone, comme on l'a vu ici. Donc, il va arriver aussi à des moments où vous allez scanner votre peinture et vous allez vous dire, mince, je veux juste changer ce qu'il y a sur le personnage parce que je trouve que certaines couleurs que j'ai utilisées pour le personnage ne vont pas bien. Donc là, il faudra détourer, finalement, masquer la zone. Donc pour masquer la zone, quand j'ai créé, ça c'est, je reprends la courbe de tout à l'heure, mais imaginons que là, je veuille juste travailler sur le personnage et que je ne veux pas le fond. Alors je vais essayer de le sélectionner rapidement avec l'outil sélection de Photoshop ici, et je vais faire sur le calque ici, je vais faire sélectionner un objet, j'espère qu'il va me le trouver. Voilà, il me l'a à peu près pris ici, donc je vais venir faire un petit moins là-dessus avec option. Là encore une fois, moi j'ai mes calques normalement, mais si vous avez scanné votre peinture traditionnelle, vous allez devoir faire quelque chose comme ça. Donc ça c'est sur Photoshop, après sur d'autres logiciels, je ne connais pas tous les logiciels non plus. Et là, voilà. Mais globalement, voilà, j'ai ma sélection. Et une fois que j'ai ma sélection ici, alors là il a pris un petit peu ce bout d'herbe là, mais c'est pas très grave. Je viens sélectionner mon masque et coller ma sélection dans mon masque en faisant un remplissage de noir. Donc ça c'est avant-après. Le vrai problème ici, c'est que là, j'ai pas la bonne sélection. Il faut que j'inverse la sélection. Donc, je désélectionne mon lasso. J'ai toujours, vous avez vu, j'ai du noir sur mon hippopotame et j'ai du blanc derrière. Là, je vais faire exactement l'inverse. Donc, moi, sur Photoshop, c'est Commande I sur Mac, Ctrl I sur PC. Et ça vient inverser le calque. Et là, c'est juste le personnage qui est affecté maintenant. Vous comprenez la puissance de cette courbe à présent. J'espère
vous voir utiliser cette courbe prochainement dans les formations si vous êtes élève ou sur la communauté Apprendre à dessiner. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. À très bientôt.